Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Stéphane, Patrick et toute l'organisation pour cette invitation. Euh, En fait, je suis producteur et j'ai fondé un studio qui s'appelle Small Bang en 2012 et on produit des expériences numériques qui peuvent prendre beaucoup de formes différentes. En réalité, on s'attache principalement au contenu, aux usages et finalement aux audiences. Et donc, on produit aussi bien des applications culturelles comme Cinema City dont parlait tout à l'heure Benjamin, mais aussi on a fait une application de sciences participatives qui s'appelle Bird Lab avec le Muséum national d'histoire naturelle qui permet de créer un pont, un lien entre les citoyens et la recherche, qui en est à sa troisième édition cet hiver. On a aussi produit une bande défilée qui s'appelle Falena, qui a été créée par Marietta Rennes et qu'on a fait avec France Télévisions en 2016, qui est une expérience dont je reparlerai, je pense, au cours de notre conversation, puisqu'on essaye de reproduire, dupliquer et industrialiser un peu le modèle de production et de création autour de la bande défilée. Bien sûr, on fait aussi des projets en réalité virtuelle. En ce moment, on est en train de produire un projet réalisé par Michel Reillac sur une chorégraphie de Johan Bourgeois avec la Biennale de la danse et le soutien de la Fondation BNP Paribas. Ça, ce sera pour la Biennale de la danse de l'automne prochain. En fait, le studio est à la recherche. On va dire que, comme beaucoup, on tâtonne, on explore, on expérimente, mais en réalité, ces années d'expérimentation et de tâtonnement, en fait, elles sont un peu derrière nous. Et je pense que l'activité de recherche et développement dans les projets, elle est consubstantielle au projet. Mais je crois, depuis ce matin, au moins 3 fois, on a eu l'occasion de voir des producteurs de contenu qui racontent comment, à partir d'une expérience ou à partir d'un projet, ils développent des outils qui peuvent servir à d'autres pour faire exactement le même genre d'expérience. Alors, justement, tu dis Small Bang, c'est de la bande défilée, des applis. Est-ce qu'il y a il y a une évolution naturellement à la fois des contenus qui ont été produits, des technologies utilisées? Est-ce qu'il y en a qui ont été mis sur le côté parce que finalement ça n'a pas trouvé une audience, un public, une oreille? Et au contraire, est-ce que d'autres perdurent? Alors, je dirais que sur ce qu'on expérimente, en fait, il y a des éléments qui reviennent toujours. Et il y a l'aléa. L'aléa, en général, la technologie, elle est assez aléatoire. Elle dépend complètement des usages. En fait, on suit les usages et on explore les technologies, puisque en fait, quand on produit des contenus, on essaye d'être à l'heure au moment où les technologies sortent. Par exemple, la réalité augmentée, qui est pour moi le format réellement le plus passionnant qu'on peut explorer aujourd'hui. La réalité augmentée, elle existe bel et bien depuis des années et des années. Simplement, une expérience comme Pokémon Go l'a rendue évidente pour plein de gens. Et souvent, on dit que les idées nouvelles, elles passent par 3 étapes. D'abord, elles semblent ridicules. Et à un moment donné, elles semblent dangereuses. Là, c'est quand elles sont perçues comme des menaces par des industries plus consolidées. Et ensuite, elles deviennent évidentes. Et je trouve que Pokémon Go est un bon exemple d'une réalité augmentée qui arrive dans le quotidien des gens, qui, sans le savoir, sont déjà équipés, puisque en réalité, il ne faut pas racheter une machine, il ne faut pas se rééquiper. En fait, on peut utiliser en téléchargeant l'application la réalité augmentée. Et le principe du jeu est suffisamment fun, en réunissant les compétences du Niantic Lab de ex-Google et Nintendo avec la licence Pokémon. En fait, on a vu comment en fait, un rendez-vous qui met en place une technologie, un usage et des contenus peut rencontrer l'audience. Ça, pour moi, c'est un cas d'école d'un moment où finalement les utilisateurs sont complètement prêts à faire ces expériences-là. Donc, il y a un peu les éléments qui reviennent tout le temps. Et ça, c'est des éléments en général d'écriture, pour moi, davantage. C'est-à-dire que les expériences numériques, elles mettent ensemble une narration et une expérience. C'est ce qui fait la différence avec les industries culturelles plus anciennes, qui sont, elles, au contraire, qui génèrent des productions et des contenus qui mettent ou qui laissent l'audience passive.
on va dire. À ce titre-là, en fait, Internet comme révolution de la distribution et de la diffusion, ça a tout changé. C'est-à-dire que pour un même film qu'on voyait à heure fixe il y a 10 ans, aujourd'hui, on peut voir le film en tout lieu, en tout moment, quand il est distribué sur des plateformes de partage vidéo, et on peut les commenter, on peut les recommander. Et c'est ces usages-là qui, finalement, ont fait évoluer les contenus, plus que les contenus eux-mêmes. C'est quand on confronte les contenus aux audiences, à travers ces usages, que je crois, en fait, les choses avancent. Mais ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui me semblait intéressant à dire, c'est que, à la fois, on a un écosystème très, très fort aujourd'hui sur les expériences numériques, digitales, transmédiatiques. Après, il ne faut pas, à mon avis, passer des heures sur la sémantique, parce qu'il y a eu un soutien public à la création, qui est une exception française dans le monde, à travers notamment d'abord les aides du CNC, qui a été la première institution à complètement revoir la manière dont elle redistribuait, puisque le CNC, c'est un peu Robin des Bois, c'est-à-dire que ça prend finalement sur les billetteries, sur les recettes publicitaires, des contenus, et c'est un système de redistribution vers la création, on va dire, de la valeur ajoutée issue des modèles économiques consolidés vers finalement l'aide à la création. À partir de 2007, quand le CNC instaure sa commission des nouveaux médias, finalement, ça impulse tout un mouvement qui va être suivi par Arte, France Télévisions et plus récemment par TV5 Monde, donc l'audiovisuel public qui, à son tour, a investi. Et depuis à peu près 2 ans, il y a une érosion des budgets du côté des chaînes publiques. Et on a commencé, on a eu plein de discussions. Donc les producteurs d'expériences numériques, on en parlera demain en fin d'après-midi. Mais on a créé une association qui s'appelle Producteurs d'expériences numériques. Et donc, on a créé en fait une structure un peu informelle dans laquelle on peut se réunir et réfléchir ensemble aux sujets qui nous concernent tous. Et finalement, il y a eu une période 2007-2015 qui a été une période vraiment de progression des budgets. Et puis, les projets ont effectivement beaucoup évolué. On est parti de projets usine à gaz, transmédia, où il y avait 5 supports, une timeline qui durait 1 an et demi, et en fait, on voulait déplacer des audiences d'un contenu sur l'autre. Et finalement, avec les années, je crois, les projets se sont beaucoup simplifiés pour arriver à des expériences beaucoup plus minimales, beaucoup plus simples, sans aucun prérequis technique, sans avoir besoin de se déplacer. Et ça, je crois que ça a été en fait une très bonne chose. Puis depuis 2 ans, en fait, les budgets se sont érodés. Ça veut dire que pour la quarantaine de producteurs, de sociétés de production, d'agences web qui sont au sein de PXN, aujourd'hui, et puis il y a tous les autres aussi qui produisent des contenus, aujourd'hui, finalement, l'oxygène dans l'aquarium s'est vachement réduit. Et à côté de cette érosion, ce qu'on constate, c'est que toutes nos pratiques et nos usages dans la création digitale sont en train de devenir mainstream. C'est-à-dire que rares aujourd'hui sont les sociétés de production de contenu qui n'envisagent pas ou qui ne considèrent pas d'utiliser le digital comme une ressource, soit pour mobiliser des audiences, soit pour organiser, finalement, animer autour des contenus un dialogue convivial avec les audiences ou autour d'événements. Et en fait, ce double mouvement à la fois d'érosion du modèle audiovisuel tel qu'on l'a connu pendant une petite dizaine d'années, et aujourd'hui, le fait qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. En tout cas, il y a de plus en plus d'acteurs, de moins en moins d'argent. Donc, en fait, depuis 2 ans, dans Small Bang, on essaye de pivoter. Et finalement, on se dit qu'on est des acteurs de la transformation numérique des industries, en général, mais même, je voudrais dire, des secteurs d'activité, et que en fait, c'est toutes les activités humaines qui sont impactées par l'arrivée du digital. C'est ce qu'on disait ce matin, voilà, justement. Exactement. Et on voit bien avec l'intervention, la présentation qui était passionnante sur Airbnb, on voit bien que cette idée d'expérience, finalement, est une idée centrale. Et que la possibilité de designer une histoire et une expérience pour des audiences, c'est finalement le cœur de ce que tout le monde explore. Et la recherche de format à travers des outils, c'est, à mon sens, ce qu'il y a de plus palpitant aujourd'hui dans l'aventure. On disait qu'on était dans l'expérimentation, c'était très péjoratif.
Et on a beaucoup lutté contre ce terme parce que précisément, on ne jouait pas pour du beurre, on ne faisait pas les choses juste pour le plaisir de les faire, on cherchait pour trouver. Et beaucoup de sociétés, en tâtonnant, ont trouvé des modèles et on cherchait à développer des outils. Et aujourd'hui, un certain nombre d'industries et un certain nombre de secteurs d'activité sont en train de s'ouvrir aux narrations interactives. Parce que les narrations interactives, en fait, elles sont très proches des préoccupations de quiconque organise une activité humaine. Et il me semble, enfin, alors peut-être que je peux être un peu plus spécifique, mais aujourd'hui, les territoires, donc là il y avait le focus tourisme, c'était assez évident ce matin, les territoires, la formation, l'éducation, mais je crois aussi, bien sûr depuis très longtemps maintenant, les musées, et aussi par exemple les hôpitaux sont des lieux qui auraient besoin d'être équipés de narrations qui réunissent des communautés. Par exemple, dans l'hôpital, moi, mon rêve, ce serait de produire des contenus et des services digitaux dans les hôpitaux qui réunissent 3 communautés, les patients, leurs familles et le corps médical. Et on se rend compte que dans les usages, il y aurait un grand besoin de véhiculer des contenus qui puissent être narratifs, mais aussi qui puissent être serviciels et qui permettraient à toutes ces communautés de mieux vivre enfin, voilà, de mieux vivre l'expérience de l'hôpital. Mais tu prends l'exemple de l'hôpital. Ce matin, c'était le CMN avec son budget pharaonique. Justement, il y a quand même une question de financement de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une fenêtre de tir en se disant on a des chaînes de télé dont les budgets s'érodent et en même temps des secteurs qui s'ouvrent et qui sont en appétit, en appétence de nouveaux contenus. Donc il y a peut-être matière à s'émanciper, à se diversifier, mais la question demeure du financement. Alors, d'abord, je vais botter en touche et puis après, je vais répondre. Pour botter en touche, je dirais que, par exemple, la photographie, si on se positionne au moment où la photographie apparaît, c'est compliqué d'imaginer que au moment où la technique arrive et où les contenus sont pas du tout stables, c'est compliqué de se dire que des dizaines d'années plus tard, une journée de shooting photo, ça réunit une quinzaine de personnes et ça peut coûter jusqu'à 200, 300, 1000 euros. Et en revanche, c'est ce qui s'est passé. Parce que finalement, c'est le temps qu'il faut. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus vite, mais c'est le temps qu'il faut aussi à des écosystèmes économiques pour trouver leurs équilibres. Je crois que il y a un pays dans lequel le modèle économique, justement, compte beaucoup dans le financement des projets, c'est le Canada. Le Canada investit beaucoup plus que la France pour soutenir les projets digitaux interactifs, mais soumet davantage qu'en France, soumet les créateurs à justifier d'un modèle économique. Et du coup, le fait de devoir à la fois trouver le format, raconter l'histoire, adresser une audience et démontrer une stabilité économique fait que, de mon point de vue, on est moins à l'aise pour explorer. Pour le coup, la partie exploratoire peut aller moins loin. On dit souvent, il y a une phrase très connue qui est, je crois, d'Edison, mais ça doit être de Tesla comme tous les trucs d'Edison, qui disait qu'on n'avait pas amélioré, on n'avait pas inventé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie. Je crois qu'on est exactement dans ce moment-là. C'est-à-dire que le cinéma est au début du théâtre filmé. Puis le cinéma gagne son autonomie comme langage, comme vocabulaire, comme média, comme écosystème. La télévision vient ensuite après le cinéma et est perçue par le cinéma comme une immense menace qui pèse sur son écosystème, jusqu'à ce que la télévision trouve ses propres marques et que, par exemple, aujourd'hui, à un âge de grande maturité de la télévision, on voit bien comment, finalement, les studios hollywoodiens ne produisant plus de drama, c'est les télés à travers les séries qui ont redéveloppé ces formats et des écritures qui combinent finalement le roman et le cinéma avec la diffusion de la télévision. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'âge d'or des séries. Et je crois que, par exemple, la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont aujourd'hui complètement en ébullition, on va dire. La réalité virtuelle, ce qui semble assez évident, c'est que le modèle économique qui existe, ou en tout cas qui préexiste au modèle économique, correspond aux jeux vidéo. Donc tout ce qui va être jeux vidéo, on a déjà un modèle économique et en fait, les plateformes et les acteurs proposent une expérience en plus qui est celle du casque.
Et donc, il y a toute une production qui est organisée sur des modèles économiques avec des audiences qui sont là. Sur la réalité augmentée, je crois que ça va générer des nouveaux services. Encore une fois, on ne peut pas imaginer que la réalité augmentée, ce soit tout simplement un programme audiovisuel qui se transformerait un peu pour devenir finalement quelque chose qui existe de façon pervasive autour de nous. Mais ce qui est sûr, c'est que l'un comme l'autre génère beaucoup d'envie et de besoins en termes de services, de narration et d'expérience. Et donc, de mon point de vue, je crois que les modèles économiques vont exister quand on va croiser de façon très intelligente des services dont les gens ont besoin et que des opérateurs ont besoin de donner et des contenus et des expériences que les gens ont envie de vivre. Et finalement, le triangle, le triangle publicitaire de la télévision, qui est hyper simple, qui consiste à dire il y a un opérateur de télévision qui réunit une audience et des contenus, alors pour les télévisions commerciales et privées, pour attirer des annonceurs qui vont être attirés par les audiences, et les audiences vont être attirées par les contenus. Ce triangle-là, par exemple, sur YouTube, il est complètement reproposé avec le système de revenu sharing. C'est-à-dire que le modèle économique de YouTube gratuit, c'est le modèle économique de la télévision commerciale, sauf qu'il y a un intermédiaire au moins, c'est-à-dire que c'est le producteur de contenu et le support de diffusion qui se partagent la recette publicitaire de l'annonceur, par exemple. Donc je crois que, en ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça va être quand on va mettre ensemble le service, la narration et l'usage, et que les utilisateurs vont s'y retrouver, et que les acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés, vont s'y retrouver dans leur propre mission. En fait, je crois que là, le modèle économique existera. Peut-être qu'il faut envisager services et contenus ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce de faire. Plutôt que d'imaginer des contenus qui porteraient en eux des modèles économiques, c'est pas dit, ou des services qui seraient un peu nus, c'est-à-dire juste des services, du serviciel. Mais du serviciel sans narration, on a bien vu par exemple ce matin, encore une fois avec la présentation Airbnb, comme sur une proposition de service comme expérience, en réalité le contenu est amené par les utilisateurs, et le modèle économique existe entre l'offre d'expérience que fait l'hôte d'Airbnb et le client d'Airbnb qui est intéressé par l'expérience. Et finalement, la transaction financière ou le modèle économique, il existe par le truchement du service Airbnb, mais il va continuer de mettre en relation des opérateurs qui sont, eux, qui se rencontrent en fait sur le terrain économique. Sur l'activité de Small Bank, qui est un exemple parmi d'autres, quelle est la part de projets qui ont un soutien massif de la part d'une chaîne de télé versus d'autres sources de financement? À l'heure actuelle, on a 0 projet qui est soutenu par une chaîne de télévision. Et on en a une vingtaine actuellement. Donc on a beaucoup, on essaye d'inventer des destinations à nos projets qui correspondent à des expériences, à des services ou à des contenus, idéalement les 3 en même temps, sur des technologies dont on pense qu'elles vont arriver à maturité. La réalité augmentée, par exemple. L'expérience de la réalité augmentée, je ne sais pas, parmi vous, qui a fait l'expérience de la réalité augmentée au moins une fois depuis... OK. Oui, voilà. Bon, ben voilà. Et qui a fait l'expérience de la réalité virtuelle? J'imagine pas mal de gens aussi. OK, mais c'est parce qu'on est un public un peu spécial. Mais grosso modo, il faut s'équiper pour la réalité virtuelle. Pour la réalité augmentée, c'est pas le cas. Depuis la AirKit On en parlera demain matin. Voilà, demain matin, il y a il y a un rendez-vous sur la réalité augmentée. Mais par exemple, pour moi, la réalité augmentée, en fait, elle embarque avec elle, en tant que technologie, des services qui existent depuis vraiment des lustres. Sauf qu'on va pouvoir les superposer l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'avec la réalité augmentée, moi j'appelle ça la peau digitale. En fait, on va pouvoir recouvrir le monde réel d'une peau digitale sur laquelle on va accéder à une surcouche d'informations qui, en réalité, existe dans nos vies, puisque quand on voit un monument, soit on le connaît et on le reconnaît, soit on ne le connaît pas et on cherche sur Wikipédia ou sur n'importe quel site. Et demain, et là déjà aujourd'hui, on peut avoir une superposition des deux informations. À partir du moment où on peut générer un service, on peut générer du contenu, une histoire, à partir du moment où les gens peuvent rentrer dans une histoire à partir d'une expérience de la réalité, en fait, quand on regarde les tendances lourdes des usages d'aujourd'hui,
Moi, je regarde énormément 2 choses qui me passionnent parce que je trouve que c'est des déclarations d'amour permanentes du public pour les histoires. C'est la fanfiction et le cosplay. Donc la fanfiction, vous voyez ce que c'est ou pas? C'est de la recréation par les utilisateurs à partir de créations qui existent déjà. Et le cosplay, c'est le fait pour des fans de s'habiller en fait, de s'habiller, de se déguiser en fait en personnage de fiction ou parfois en objet, etc. Et ça réunit des centaines de milliers de personnes partout dans le monde. C'est des communautés qui sont très fortes, très puissantes et qui, je trouve, indiquent bien le fait que quand quand le public aime une histoire, en fait, il aime y rester. Et évidemment, on cite toujours Game of Thrones, Harry Potter, parce que c'est des fortes licences. Mais finalement, il n'y a aucune raison que ce qui marche pour Game of Thrones ne marche pas pour autre chose. La question, c'est la communauté. Et du coup, j'ai la sensation que, de la même manière que les secteurs d'activité pivotent et adoptent en incorporant les usages digitaux, en fait, il y aura du travail pour tous les gens qui travaillent dans les expériences digitales. Je crois que notre berceau, ou en tout cas notre enfance, elle s'est faite un peu avec un papa marketing et une maman télévision, et qu'aujourd'hui, on est en pleine adolescence. Il y a une grande volonté, je crois, de beaucoup de producteurs de contenu, et dans les producteurs de contenu, j'inclus tous les gens qui s'expriment en autoproduction sur YouTube, les YouTubeurs, etc., sont peut-être davantage que moi des acteurs d'aujourd'hui qui utilisent les usages d'aujourd'hui et qui n'ont plus besoin de rien ni personne pour intermédier avec le public. Enfin voilà, je pense que. Mais quand tu parles d'adolescence, enfin, forcément, ce qui vient, c'est crise d'adolescence et rapport à. Enfin, on se met en lutte contre le papa et la maman. Donc, disons que ça peut être une crise d'adolescence. Alors, ça peut être un peu. Ça peut être constructif. Ça peut être constructif. Je crois que en tout cas, je crois que c'est fécond et que si on ne se dit pas. Et qu'en fait, quand on fait un projet avec la télévision, on respecte aussi un cahier des charges. Avec la télévision publique, d'autant plus. Et je crois que moi, comme beaucoup d'autres en France, on est tous très attachés aux valeurs de service public audiovisuel. Et on a tous très envie que le service public audiovisuel fasse un grand bond en avant et réussisse finalement le pari d'offrir des contenus, des services modernes à des audiences mobiles, jeunes, et que la culture de demain, la connaissance, la circulation des valeurs, ça dépend aussi de la capacité de l'audiovisuel à se réformer. L'audiovisuel public en particulier, mais l'audiovisuel dans son ensemble. Il se trouve que quand on a des industries plus classiques qui se repensent ou se réinventent, par exemple comme l'automobile, l'automobile investit des milliards chaque année pour sa recherche et développement. En France, on a des leaders mondiaux. Donc Renault, ils ont le centre... le technocentre de Renault, c'est un immense budget et ils réfléchissent. Aujourd'hui, si on devait produire une voiture avec un moteur, des essuie-glaces, des clignotants, un volant et 4 roues, ça pourrait coûter 800 € une voiture. Mais ça continue de coûter extrêmement cher parce que la recherche et développement, son but, c'est de renouveler en permanence le contrat d'usage entre celui qui possède une voiture et celui qui la construit, parce qu'en fait, à travers la voiture, on a un style de vie, on a de plus en plus, alors les voitures sans chauffeur, les voitures sans pilote, il faut carrément imaginer, réimaginer, complètement repenser, redesigner l'expérience du trajet en voiture collectif. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que l'audiovisuel public, à travers le dispositif dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le soutien à la création des institutions publiques, le CNC, mais aussi tous les clusters régionaux qui ont débloqué des fonds pour soutenir la création, et les chaînes de télévision publique, finalement, c'est dans cet écosystème-là que le risque et le risque de la R&D s'est porté. Aujourd'hui, moi j'estime que par exemple un acteur comme Netflix, quel que soit, quoi qu'on en pense, Netflix a vraiment disrupté la télévision parce que, en fait, il y avait un modèle un modèle économique basé sur la répartition, l'exploitation territoriale des œuvres. Donc, on produisait une œuvre dans un pays et le but ensuite c'était de le vendre au plus de pays possible. Ça, c'est le modèle préexistant.
Le fait que HBO, par exemple, n'ait pas été Netflix, c'est parce qu'il appartient à Time Warner et que le modèle de Time Warner, c'était précisément l'exploitation par territoire. Mais Netflix venant de la location de DVD, finalement, voyant l'érosion de la location des DVD, ils ont réinventé leur service et finalement, ils ont repensé la télévision à travers un service. Mais d'autres le font aussi. Spicy, je crois qu'Alexandre Michelin est dans la salle, mais Spicy aussi est sur un service de SVAD. Et je pense que les utilisateurs s'en trouvent en fait. Moi, je suis très content de pouvoir accéder au programme où que je sois, où que je me trouve, et quelle que soit l'heure. Et pour autant, en fait, juste d'avoir changé ça, c'était quelque chose que les télévisions pouvaient faire depuis 15 ans. Le fait ce que Netflix a proposé, ça fait 15 ans que les acteurs traditionnels auraient pu le proposer. Et en réalité, juste ça, c'était disruptif. C'est-à-dire juste permettre d'avoir une seule audience mondiale consolidée, de pouvoir distribuer des programmes partout en même temps. C'était déjà possible. Et ce qu'on voit éclore avec le modèle de Netflix d'un point de vue de la production et de la création, c'est qu'aujourd'hui, il y a des créations qui sont développées localement par Netflix. Je pense à Narcos ou à Marseille, enfin voilà, ces modèles-là, mais qui sont ensuite distribués mondialement. Et du coup, il y a une alors même si les écritures sont assez homogènes, en tout cas, la réalité de la provenance des créations et des productions est beaucoup plus multilatéralisée que HBO, par exemple, qui ne produit qu'aux États-Unis des histoires écrites par des Américains pour un public prioritairement américain, puis ensuite qui est vendu dans d'autres pays. Mais Netflix travaille des audiences dans le monde entier, et donc c'est tout à fait logique. Son modèle de distribution incide sur son modèle de production et de création. Et je crois que, enfin voilà, ça pour moi c'est l'exemple même d'une industrie qui se repense. Et je crois que l'audiovisuel maintenant est beaucoup brusqué d'un côté par YouTube et de l'autre côté par Netflix. Si on avait dit ici au Forum Blanc il y a 5 ans, la prochaine grande disruption dans la télévision, ce sera de faire du YouTube payant, et il y aura des millions de gens qui vont l'acheter, personne n'aurait mis un euro dessus. Parce qu'on considérait que la gratuité de YouTube créait un nouveau seuil de tolérance des audiences. En fait, plus personne ne voudrait jamais payer pour de la vidéo. Netflix montre que c'est possible pour un même modèle, parce que YouTube et Netflix, c'est le même modèle, sauf qu'il y en a un payant et l'autre qui est gratuit et publicitaire. Mais sur Netflix, il n'y a pas de publicité. C'est quand même... voilà. Donc il y a deux modèles côte à côte. Il y en a un qui vient après l'autre, qui est payant après le gratuit, et ça marche. Alors, ils ne communiquent pas leurs chiffres, mais enfin, ils ont 7 milliards d'investissements dans les contenus chaque année maintenant. Est-ce que, pour résumer, avant de laisser la salle poser des questions éventuellement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du coup cette espèce de porosité et de décloisonnement dont on parlait là, tout à l'heure, c'est plus... Et dans le même cas, cette baisse des budgets des chaînes de télévision, est-ce qu'en fait, ce n'est pas une opportunité pour réfléchir autrement et pour pouvoir se diversifier et donc, du coup, lâcher encore plus la bride ? Moi, je pense que, en fait, il faut tenir. La grande difficulté, c'est de tenir dans le temps et de maintenir les équipes et de payer les salaires. Donc, il faut que l'activité soit constante. Mais effectivement, pour moi, en fait, il n'y a rien qui a été inutile dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Simplement, comme c'est des savoir-faire qui sont extrêmement précieux maintenant pour aider et permettre à d'autres secteurs d'activité, finalement, de proposer des narrations, de proposer en tout cas des contenus qu'on va consommer différemment et qu'on sait déjà produire différemment. Finalement, moi, j'ai l'impression que ce qui se ferme d'un côté, et c'est un budget, je crois qu'on avait calculé plus ou moins qu'il y avait entre 10 et 12 millions d'euros qui étaient investis chaque année dans les contenus de création digitale. Finalement, effectivement, ça a considérablement baissé. Je pense que, moi je ne veux pas donner de chiffres, mais je pense qu'on a perdu 30 à 40% de ces budgets-là en simplement 2 ans. Mais par contre, s'ouvrent à côté des immenses baies vitrées qui sont en fait hyper prometteuses et qui font que je crois on a commencé par, d'une certaine manière, réformer la manière dont une société de production s'envisage. Je pense que nos pratiques
nos méthodes de travail, l'agilité dont on a dû faire preuve et la manière dont on a affronté finalement les budgets web, ce qu'on a appelé pendant des années des budgets web. J'espère qu'il y a des gens parmi vous qui ont connu ces gens au téléphone qui vous disent mais c'est un budget web. Donc, et puis nous on paye des gens, enfin bon bref. Voilà, donc oui, je crois que c'est fécond. Enfin, moi, je pense qu'il faut tenir et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la société et que et pas simplement en France. Je pense qu'on peut penser des projets très internationaux. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions? Au deuxième rang, Patrick, il y a Benjamin Hoguet. Bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Une question genre sur un cas pratique. Sur Falena, tu disais que tu voulais en faire d'autres type Falena. Le premier était fait avec France Télé et du coup tu l'envisages avec quel type de partenaire? Les suites, tu les envisages avec qui, si ce n'est la télé? Parce que j'imagine que tu vas pas non plus te mettre à faire distributeur en plus de producteur. Donc ou si, ou peut-être. Alors, enfin, voilà, c'est ça ma question. Alors j'ai été raisonnable récemment. J'ai renoncé à être diffuseur tout de suite parce que c'est beaucoup trop lourd à porter. En revanche, la prochaine bande défilée, on a fait migrer le moteur, on le fait migrer sur Unity. Donc, comme d'autres, on développe des plugins Unity pour des créateurs de bandes défilées, c'est-à-dire qu'on simplifie l'interface. Et on est déjà en train de commencer, grâce au soutien du RIAM, qui est ce guichet du CNC qui soutient l'industrialisation des prototypes. En fait, on amène la production des bandes défilées sur Unity. On crée une interface assez conviviale pour l'utilisateur type qu'on a en tête. C'est un dessinateur qui fait lui-même ses dessins, qui sait gérer ses calques dans Photoshop. Ça, c'est le minimum requis. Et ensuite, on fait en sorte que dans cette même interface Unity de création de bandes défilées, toute l'équipe puisse en relais créer la bande défilée. Donc déjà, on simplifie le workflow et je crois qu'on divise par deux, enfin j'en suis sûr, mais on divise par deux le coût de production par rapport à Falena. Juste parce que, en fait, on routinise d'une certaine manière le workflow. Donc ça, on est en train de travailler à développer ces plugins. Ensuite, je pense que sur la prochaine bande défilée, j'espère qu'on fera un attelage avec un éditeur classique. Avec un éditeur classique et donc un projet qui soit à la fois papier et à la fois bande défilée, où il faut qu'on réfléchisse à plein de choses. La nature de notre collaboration, moi je crois que c'est une coédition. Je ne crois pas que ce soit une cession de droit de l'un vers l'autre. Je crois que c'est une coédition. Et je crois que c'est intéressant d'imaginer des intérêts croisés de la bande défilée et du livre papier pour les deux. Et je pense aussi qu'on peut travailler ensemble à une circulation de la valeur qui fasse qu'il faut qu'on décide de la chronologie, de la distinction des deux écritures. C'est une même licence, mais comment est-ce qu'une fois que j'ai lu la bande défilée, j'ai envie d'acheter la bande dessinée? En quoi c'est des œuvres distinctes tout en étant dans le même périmètre? Donc, en fait, viser un éditeur papier traditionnel, c'est intéressant parce que ça positionne la bande défilée comme une expérience complémentaire, autonome de celle de la bande dessinée. Et du coup, on se dirige vers ça. Ça veut dire qu'il y a un modèle de financement à trouver et un modèle d'exploitation. Ce qui, pour l'éditeur papier traditionnel, le modèle de financement qu'on connaît, nous, à travers, par exemple, le soutien public du CNC, c'est quelque chose qui, dans l'édition, n'existe pas, si ce n'est au CNL, pour soutenir des livres. Du côté Small Bang, le modèle d'exploitation de la distribution d'un livre en librairie qui rencontrerait son audience, nous, le modèle d'exploitation, pour l'instant, on ne l'a pas exploré. Et on ne le connaît pas puisque Falena est mis à disposition gratuitement. Donc voilà, pour répondre à ta question. Et j'espère, dans un temps, j'espère qu'une fois qu'on aura exploré ça avec donc, la prochaine bande défilée, qui s'appelle Osmose, voilà, c'est la première fois que je dis le nom publiquement, et que j'écris avec Norbert Merjanian, qui est un auteur de science-fiction. Donc Osmose sera la deuxième bande défilée, j'espère. Donc on la développera sous Unity et j'espère qu'on pourra la développer, la coéditer avec un éditeur papier traditionnel. Et dans un deuxième temps, une fois que Osmose aura vécu, j'espère qu'on puisse effectivement se positionner comme diffuseur, c'est-à-dire monter un store, puisque
pour moi, le préalable, c'est de permettre à des créateurs dans le monde entier de faire, à travers Unity, une bande défilée de façon simple. Et je pense que les prérequis techniques et artistiques pour faire une bande défilée, connaissant bien l'écosystème mondial des studios qui ressemblent à Small Bang et à tous les studios français, c'est que ceux qui produisent déjà du jeu vidéo ou du film d'animation ou du print, finalement, se mettre à la bande défilée, ce ne sera pas si compliqué que ça. Il y aura un modèle économique qui sera intégré si on est aussi un store et si on fait aussi un store façon Netflix. Du coup, je pense que Small Bang seul ou collectivement, il faudra se poser la question de la distribution. Parce que, en tout cas, ce qui est merveilleux avec la bande défilée, c'est que les gens savent l'utiliser, il suffit de swiper. Voilà. Merci. Une question là-haut, Laurent Duret. Bonjour, Laurent Duret. Non, en fait, j'ai une remarque par rapport à ce que tu viens de dire sur un projet qui s'appelle Panama Albron, qui est donc une bande dessinée et une bande dessinée documentaire interactive que Bashibouzouk produit. On a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on a décidé avec l'éditeur d'éditer la BD et le producteur de produire l'expérience numérique, mais de ne pas croiser les revenus. Parce que justement, c'était extrêmement complexe de croiser les revenus. Donc l'un a payé la bande dessinée et a cédé les droits audiovisuels du dessin, l'autre a acheté les droits des scénarios et a cédé les droits d'adaptation littéraire. Donc c'est du gagnant-gagnant, entre guillemets, mais avec une séparation des revenus extrêmement claire, parce qu'incapacité, vu la différence de modèle économique de chacun, de les croiser. Ouais, mais j'entends. Je pense que c'est un problème de chronologie, beaucoup, et peut-être de création aussi. Enfin, moi, il me semble que pour faire le livre et la bande défilée, en fait, tu mutualises tellement les ressources en termes de création que après, mais comment vous vous êtes répartis les dépenses, par exemple, sur le dessin, sur l'histoire. Bon, bref, on en parle après. Mais la mutualisation est telle que, en fait, bon, bref, je trouve que le. Ah bah il y a Camille. Alors, oui, juste là, j'ai Jérôme Le Cagneux, Réseau Canopé. Non, mais je voulais rebondir justement sur la conversation parce qu'en fait, il y avait quelque chose d'intéressant, c'était la convergence, en fait, savoir est-ce qu'on s'adresse à des publics différents ou est-ce qu'on s'adresse à des publics qui ont envie de poursuivre une expérience sous un autre format. Et en fait, bon, c'est une discussion qu'on avait avec Laurent juste avant. Donc, mais voilà, moi, ce qui est clair maintenant dans les discussions avec les éditeurs potentiels, c'est qu'il y a 3,5 milliards de smartphones en circulation dans le monde et il n'y a pas 3,5 milliards de personnes qui rentrent dans une librairie. Donc, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la bande dessinée numérique a été perçue comme une menace par les éditeurs. Je pense j'espère que maintenant on arrive à un moment où on est après la menace et qu'ils peuvent le voir comme une opportunité et que principalement le fait que que les bandes dessinées numériques puissent arriver bien plus tôt dans la vie des gens par rapport au moment où ils rentrent dans une librairie fait qu'en fait, il faut imaginer cette circulation-là. Juste une... Ouais. Peut-être Très rapidement, s'il vous plaît, mais allez-y, pas de problème. Donc Camille, peut-être un commentaire pour réagir à la fois sur Panama Albron et sur Été, parce que je connais ces deux projets assez bien. Sur Panama Albron, on est dans l'incapacité d'avoir une mutualisation parfaite des médias, c'est-à-dire qu'on a une version papier et tu ne peux pas mettre une version papier dans un téléphone. En fait, nous, on s'est rendu compte que ça marche pas du tout. Et pour te dire la vérité, on réadapte toutes les cases. C'est-à-dire qu'on refait le cadrage, le storyboard, et en fait, et c'est pas le dessinateur d'origine. C'est juste pour te faire un retour. D'accord, oui, mais nous, évidemment, on commence par la bande défilée voilà. pour ensuite faire la BD, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et alors, justement, sur Été, donc c'est une BD pour Instagram, et donc pour moi, elle n'existait que sur Instagram, et le papier est arrivé un petit peu plus tard dans le processus. On a copié-collé le format Instagram dans un papier. Je donne mon avis personnel, je crois que Julien n'est pas encore arrivé, donc c'est très bien. Pour moi, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que le public qui lit sur Instagram n'est pas du tout celui qui achète des BD papier dans une librairie. Donc imaginez la circulation de ton audience. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir, ça me semble très complexe. Bah, il faut distinguer les écritures, en fait. Exactement. C'est juste la base même, c'est que tu ne peux pas exprimer de la même manière avec un vocabulaire bande dessinée numérique les choses qu'avec Absolument. une bande dessinée. Mais du coup, tu vas avoir forcément des coûts différents et tu as un travail de création artistique qui sont propres à chacun des supports. Et c'est en ça que, par exemple, sur Panama, on a ce modèle-là avec Laurent. Sur Été, on ne l'a pas fait comme ça. Et très sincèrement, si on devait le refaire, moi, je sais qu'en fait, on a copié-collé, on n'a pas fait d'adaptation. Ce qui est le grand vous adapteriez. défaut. Exactement. Vous adapteriez Ce des planches serait d'un vraiment album. Pour moi, la chose à changer, voilà.
Très bien, merci. On arrive au terme de cette conversation en 2 mots avec Pierre Catan. Merci à lui. Merci beaucoup.